Bienvenue pour la seconde partie de notre programme. Notre grand invité européen cette semaine n'est pas tout à fait un habitué des couloirs de Bruxelles. Mais en tout cas, il a une sacrée bosse des maths. Cédric Villani est en effet directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris, professeur à l'Université de Lyon 1. Et il a reçu surtout en 2010 la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Alors, champion de la vulgarisation scientifique aussi, il est passionné par la construction européenne. Il a signé avec plusieurs personnalités un appel du 9 mai pour relancer cette construction. Bonjour Monsieur Villani. Bonjour. Alors, on vous demande toujours pourquoi vous aimez les maths. Moi, je vais vous demander, c'est une matière qui est jugée assez rébarbative par certains, je vais vous demander pourquoi vous aimez l'Europe, une autre matière jugée parfois rébarbative inaccessible. Et impopulaire. Ouais. Merci, chère Caroline de Camaret, pour la question qui rentre dedans tout de suite dans le vif du sujet. Alors moi, l'Europe, je l'ai connue d'abord de manière tangible, si je peux dire, en tant que jeune mathématicien dans mes années de formation. Et quand il s'est agi de voyager, de trouver les collaborations, j'ai eu la chance de faire partie des réseaux thématiques scientifiques européens. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir de belles collaborations en Italie, en Allemagne et ailleurs. Mon premier résultat de recherche important, c'était à Pavie. C'était dans le cadre d'une collaboration avec un professeur de l'université de Pavie. Et moi, j'ai vécu ce que ça peut être l'enrichissement scientifique, culturel que représente l'Europe. Vous sentez un scientifique européen, un Européen tout court d'ailleurs ? Un Européen tout court. Tous les scientifiques sont européens et même mondialistes, même s'ils hésiteront le plus souvent à franchir le pas et à parler de façon politique. Mais on a tous été formés dans l'international. Alors, le 9 mai dernier, c'est le jour de la fête de l'Europe, précisément. Vous avez signé avec de nombreuses personnalités un appel, une feuille de route pour une nouvelle renaissance européenne. On regarde tout de suite de quoi il s'agit, car le think tank Europa Nova, qui est à l'origine de cet appel, tenait sa grande conférence le 15 octobre dernier. Reportage auprès de ceux qui croient encore au sursaut, signé Anaïs Guérard. Mais où est le plan B ? Après le Brexit, le think tank Europa Nova a poussé des personnalités à signer un appel du 9 mai, faute de sursaut à Bruxelles. On peut se dire on va attendre le prochain président de la République, la prochaine chancelière pour avancer, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche l'Europe. L'Europe, ça marche avec des projets sur lesquels on arrive à fédérer les chefs d'État et de gouvernement, le Parlement européen, la Commission, mais ces projets ne sont adoptés que si les dirigeants sentent une pression citoyenne populaire. La participation de l'Angleterre à l'Europe. Les participants s'accordent sur le besoin d'une même Europe pour tous et non à la carte. Si vous voulez que l'Europe soit solidaire avec les paysans hongrois ou les paysans polonais, eh bien il faut que la Pologne soit solidaire avec l'Europe sur le problème des migrants, sur le problème des réfugiés. Voilà la solution immédiate. Après, on verra, c'est vrai qu'il faut se poser le problème de l'armée européenne. Autre point de consensus, la jeunesse, principal espoir de la construction européenne, aux yeux aussi bien d'Europa Nova que du gouvernement. Il s'agit de mettre en place un vécu commun. C'est-à-dire qu'avoir à un moment donné des émotions partagées, des existences partagées dans l'enfance, au collège, pas simplement à l'université, et pas simplement à l'université pour Epsilon. La mobilité, c'est pas simplement un droit que l'on viendrait donner aux jeunes parce qu'on se dit les jeunes aiment les voyages. C'est parce que c'est ce qui va faire que l'Europe pourra exister, se connaître, se partager. Parmi cette génération Erasmus, plusieurs centaines ont assisté à la conférence qu'ils jugent. Idéaliste parce que tous les speakers ont dit qu'on doit travailler beaucoup avec les jeunes gens et ça va marcher, mais la réalité est plutôt différente. L'Europe est vue dans une lumière plutôt négative maintenant. Maintenant, j'ai aussi l'impression que si les jeunes ont tendance à s'y intéresser, ils n'ont pas forcément envie de militer pour ou d'entreprendre quoi que ce soit pour faire avancer les choses. Et parmi les propositions très concrètes pour avancer, créer un Erasmus pour les collégiens, histoire de faire aimer l'Europe le plus tôt possible, une construction qui fêtera ses 60 ans en mars prochain et qui a bien besoin d'un lifting.
Alors c'est normal de se réunir, d'avoir de grands projets, mais comment obtenir ce fameux succès, sursaut européen post-Brexit, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Effectivement, ça se voit dans les journaux, l'Europe est en difficulté. Brexit, c'est la première fois qu'un État membre choisit de quitter l'Union européenne dans des circonstances extrêmement floues et sur un climat de polémique interne considérable. Et en même temps, on se dit que les politiques, le sommet de l'appareil politique européen n'est pas forcément le mieux armé pour répondre, pour relancer la situation. Et c'était l'idée de Guillaume Clossat à l'origine de cet appel du 9 mai, l'idée de nous tous qui l'avons entouré, que le sursaut devait venir des citoyens eux-mêmes et que l'enjeu, c'était d'arriver à mobiliser les think tanks, les courants d'opinion, les médias, tous les citoyens qui se demandent où on va, quel est le projet qu'on veut bâtir. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu en effet que ça remonte tout à fait aux leaders ? On les a vus se chamailler beaucoup au moment où ils étaient censés parler d'une solution post-Brexit à 27. Et le tandem franco-allemand dans tout ça, Merkel-Hollande, etc. Vous en attendez beaucoup ? Tandem Merkel-Hollande, on en attend beaucoup, c'est vrai, mais ça ne peut pas tout faire. Soit sommet de Bratislava, on a vu effectivement, il y a eu des mots durs de Renzi dans la suite. Il y a eu des chamailleries. Et de toute façon, quand une organisation atteint le niveau d'impopularité et de doute auquel est parvenue l'organisation politique européenne, si bonne soit-elle, ils ont du mal à agir. Renforcer la démocratie et la culture européenne, c'est d'ailleurs inscrit dans vos listes de priorités de l'appel du 9 mai. Ça veut dire quoi très concrètement ? La culture, ça veut dire parler de l'histoire européenne. Je prends juste l'exemple que je connais le mieux, qui est celui des sciences. Pendant 300 ans, de 1600 jusqu'à 1900 et même jusqu'aux guerres mondiales, l'Europe a été de très loin le leader mondial pour ce qui était des sciences, parce que ça arrivait à faire se répondre des voix différentes, des rivalités dans le bon sens du terme, qui ont abouti à des progrès considérables. C'est aussi un continent de richesses qui sont inscrits dans ces patrimoines. L'Europe, c'est très très beau et les gens en ont plus conscience, et il faut parler de ce récit européen, de cette histoire qui nous lie, de toutes les grandes choses que l'Europe a faites. Alors, l'Europe qui invente et l'Asie qui produit, c'était un peu l'image d'avant, et c'est plus du tout vrai, puisque l'Asie pèse désormais 35% des dépenses d'innovation, donc de recherche et développement, devant les États-Unis et devant l'Europe, 28% à peine, reléguée à la 3e place alors qu'elle était à la 1re place avant la crise de 2008. La faute aux délocalisations, on a cru vraiment qu'en délocalisant vers l'Asie, finalement, on allait continuera à nos petites mains. Est-ce qu'on a pris la mesure de notre retard maintenant ? Je crois qu'on a pris la mesure. Il y a, comme vous le dites, le fait que du côté asiatique, en matière de recherche et innovation, ça a décollé. Et dans le futur, on regardera les décennies passées en se demandant comment ils ont pu croire qu'en délocalisant la production, ils n'allaient pas délocaliser en même temps le savoir-faire, la compétence et l'innovation. Évidemment que c'est ça qui s'est produit. Et puis de notre côté, du côté américain, outre les questions de recherche et développement, il y a évidemment le fait que l'Amérique est un leader dans le monde du numérique, dans le monde avec des investissements publics massifs aussi peut-être. Avec des investissements publics et privés massifs et un très bon contact entre le monde universitaire et le monde de l'industrie. En Chine sont en train d'émerger de grands géants numériques. L'émergence de géants numériques en Europe, c'est un sujet important, et c'est là que j'en viens justement à pourquoi l'Europe, c'est cher à mon cœur aussi, parce qu'une organisation européenne, la mise en place d'une coordination à l'échelle de l'Europe, c'est le seul moyen pour arriver à tenir tête sur la durée à ces grandes forces qui se sont constituées ou qui sont en train de se constituer, aux mouvements qui se passent dans les pays émergents et ailleurs. Vous avez d'ailleurs co-signé avec 7 prix Nobel une tribune visant à éviter une coupe de 250 millions d'euros donc dans le budget national de recherche de la France. Simplement, il y a toujours cette phrase qui est d'ailleurs assez faussement attribuée au général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Est-ce que notre classe politique, énarque, etc., est capable de comprendre ce que signifie l'investissement dans la recherche dans le futur, en quelque sorte ? Je crois qu'il
ils l'ont compris de manière un peu rude il y a quelques années, quand ils ont pris conscience de l'enjeu stratégique que représentait ce fameux classement de Shanghai, tant décrié, classement des universités mondiales, qui est bourré de défauts, mais qui a eu le mérite de rappeler à la classe politique que les universités, c'était pas seulement source de problèmes, de contestations, de tout ce que vous voulez, mais ça fait aussi partie de ce qui investit pour le futur, de ce qui prépare la fierté et l'avenir d'une nation dans son économie, dans ses inventions, dans le regard qu'elle porte vers l'avenir. Un projet de recherche est un projet d'avenir et c'est la volonté de ce qu'on souhaite continuer à influencer l'avenir, à le préparer, au lieu d'être juste des utilisateurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous êtes très attaché au programme Erasmus de mobilité des étudiants, Erasmus Plus aussi, qui permet aussi à l'Europe de s'ouvrir, de n'être pas seulement forteresse face à des étudiants, par exemple, africains ou d'Asie. Et en vérité, peut-être aussi élargir cet Erasmus aux collégiens. Ça serait aussi une façon de répondre au Brexit et à peut-être la fermeture des universités britanniques. Il y a eu le jour même du Brexit, on a vu une chute des candidatures Erasmus pour les universités britanniques. Et dans la semaine qui a suivi, on a encore vu une chute. Ce sont des chutes très importantes parce que ce Brexit, au-delà des conséquences immédiates ou à plus long terme, c'était un symbole comme quoi la Grande-Bretagne allait vers plus d'isolement. Et au contraire, Erasmus, c'est la volonté d'être plus intégré, de profiter de la diversité, de profiter de l'immigration dans tout ce qu'elle peut enrichir. J'aime bien rappeler à ceux qui sont si fiers de savoir que la France est en nombre de médailles Fields par habitant le leader mondial, en nombre de médailles Fields tout court, le numéro 2 mondial. J'aime bien rappeler que sur les 4 derniers médaillés Fields, 3 sont nés hors de France. Le 4e, c'est moi. Vous insistez aussi justement sur les possibilités pour les jeunes scientifiques, tout particulièrement des pays européens les plus en crise, les plus touchés, du Sud, la Grèce, l'Italie, où on a l'impression que ça va être une génération perdue pour la science, pour les chercheurs, pour les universités. Ça fait mal au cœur de voir que ces pays qui à une époque étaient si importants, c'était il y a très longtemps, mais la Grèce a inventé en un certain sens la science en même temps que la mathématique, la philosophie. Et plus près de nous, les pays qui ont été les premiers touchés par la renaissance scientifique, on peut dire, ça a été l'Espagne, le Portugal, l'Italie. C'est encore les pays où vous trouvez les plus vieilles universités du monde, des pays de grande tradition. Et ça fait mal au cœur de les voir avec la crise économique, avec des questions politiques et de désorganisation, de voir ces universités mourir à petit feu. Certaines ferment d'ailleurs, en Grèce. Certaines ferment, leurs étudiants s'expatrient. Alors, il est important que les étudiants en voyage, il est important aussi que les étudiants français partent à l'étranger, mais il faut qu'une partie revienne, il faut qu'ils ne voyagent pas pour de mauvaises raisons. Voyager pour découvrir l'extérieur, très bien. Voyager pour fuir la désorganisation et le manque de postes, c'est pas acceptable. Alors parlons de votre casquette très officielle liée à l'Union européenne. Vous faites partie des 7 scientifiques d'un groupe de haut niveau qui est censé travailler avec les institutions scientifiques d'expertise de l'UE à la demande du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Vous en êtes où exactement ? Le groupe fonctionne très bien maintenant. J'ai participé à beaucoup de conseils scientifiques dans le cadre de l'Europe ou pas, et celui dans lequel je travaille maintenant, je peux dire que c'est un de ceux qui fonctionne le mieux, qui demande beaucoup de travail d'ailleurs. C'est un groupe qui se réunit assez régulièrement, soit à la Commission européenne, soit ailleurs, et sous l'autorité... Donc vous fréquentez bien quand même les couloirs de Bruxelles. Ouais, je commence à les connaître. C'est un peu un labyrinthe, hein, mais on s'y fait. Et on se réunit sous l'autorité du commissaire Moedas, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, le commissaire portugais qui s'occupe de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le principe, c'est que les commissaires nous posent des problèmes sur lesquels on travaille, sur lesquels on organise des colloques et sur lesquels on rédige des rapports. Sur notre calendrier actuellement, sur notre planche, on a actuellement le problème de l'identité numérique européenne, opportunités économiques, industrielles, bien-être pour les citoyens, ou danger, menaces, possibilités de piratage accru ou de fichage ou qui sait quoi. Vous mentionnez ce commissaire donc, à la science et à la recherche et au développement, l'innovation. Est-ce que vous considérez que l'Europe
elle aussi, dans le plan Juncker d'investissement, elle investit massivement dans la science où elle est en train de louper le coche. L'Europe investit, continue à investir de manière importante dans la science. Plus que dans les autoroutes ? Je ne connais pas les chiffres, mais c'est relatif parce qu'il y a des dépenses incompressibles pour les autoroutes et puis c'est du plus court terme. Comme pour le budget national, c'est un budget qui est toujours en danger. Vous mentionnez tout à l'heure que j'avais participé à cet appel qui avait visé à sauver quelques centaines de millions d'euros qui étaient menacés par le projet budgétaire. On a obtenu gain de cause, mais c'est pareil au niveau européen. Il faut sans cesse se battre pour éviter les diminutions brutales de ces budgets. Et on l'a vu tout récemment pour le budget du European Research Council. Ça faisait partie de l'équation compliquée. Donc l'Europe continue à investir de manière importante en recherche, mais pas assez à mon goût. Et c'est un budget pour lequel il faut toujours se battre. Il faudra bien qu'un jour on arrive à une situation où ça sera considéré comme naturel. Vous savez, les pays qui dans le passé ont fait le plus gros effort d'augmentation de dépenses pour la science, le pays qui a certainement fait les plus gros efforts de tous, c'est la Chine. Avec des budgets qui augmentaient, des taux de croissance à 2 chiffres pour le budget scientifique, et il ne faut pas s'étonner qu'on voit certains résultats, que l'innovation dans plein de domaines du côté chinois, on la voit. Les téléphones chinois maintenant, ils sont sans comparaison avec ce qu'ils étaient il y a 10 ans, et c'est pareil sur un peu tous les sujets. Il n'y a pas de potion magique qui vous permettrait de faire de la recherche sans moyens. Merci à vous en tout cas d'avoir plaidé en faveur de davantage de moyens. Monsieur Villani, merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien d'ici l'Europe. Vous restez bien sûr sur nos antennes pour plus d'informations.